commission où, sortant par la porte, il est revenu par la fenêtre à la tête du comité d'éthique. Il y a eu quelques petites protestations ici ou là parce que le comité d'éthique, précisément, avait planché sur un projet de directive, la directive tabac, dont l'objectif était de réduire quelque peu les prérogatives des fabricants de cigarettes. Et M. Michel Petit, lui, quittant la commission, était entré comme avocat dans un grand cabinet américain qui s'appelle Clifford Chance, qui a un bureau à Paris, place Vendôme, et parmi ses clients, il y avait précisément Philip Morris. Et M. Petit était président du comité d'éthique. Vous voyez, si vous ne savez pas ce qu'est l'éthique, je vous l'apprends. C'est ça. Bref, ces gens-là, franchement, comment les qualifier? Comment les qualifier? Ce sont des gens qui sont chargés de l'intérêt public et qui obéissent à des intérêts politiques, politiciens ou de carrière, et en aucun cas au principe qu'ils sont obligés de respecter. Toujours est-il que pour nous, ça a été un véritable drame, et ça a été un drame pour la France, parce que devait-il se passer dans cette affaire? Nous étions à l'époque en 2004. 2004, c'est une période où encore on pouvait espérer s'en tirer en prenant très rapidement les mesures nécessaires. Personne ne savait qu'il y aurait une crise d'une telle ampleur à partir de 2007 et 2008, mais on savait qu'il fallait se préparer. Et donc, la France, bien entendu, n'a rien fait pour se préparer. Au contraire, on n'a pas cessé de pourchasser tous ceux qui voulaient se libérer, et qui voulaient se libérer parce que c'était indispensable, parce que leurs entreprises ne pouvaient plus supporter cette pression fiscale, administrative, sociale, financière. Et pendant tout ce temps-là, en raison du coup d'État du 22 octobre 2004, eh bien, la France a continué à plonger. Et pour nous, MLPS, ça a été une période extraordinairement difficile, car nous étions seuls face à l'État, au gouvernement, à tous les partis politiques dont aucun ne nous aidait, aucun. Seuls face à la Commission européenne qui trichait, seuls face aux tribunaux qui n'appliquaient pas la loi de façon honteuse, et seuls face à un deuxième coup d'État, encore signé Chirac. Là, c'est le coup d'État du 4 mai 2007. Je crois qu'il ne marche pas le micro. Est-ce que le technicien est-il là, s'il vous plaît? Il y en a un autre. Celui-là marche. Le coup d'État du 4 mai 2005 s'est déroulé, vous allez croire qu'il s'agit d'un truisme, la veille du 5 mai, par définition. Mais ça n'était pas n'importe quel 5 mai. C'était le jour où allait s'installer à l'Élysée, ou plus exactement allait être élu au deuxième tour de l'élection présidentielle, le futur président de la République. Au début de l'année 2007, les pronostics étaient encore incertains. Vous vous souvenez que c'était M. Sarkozy qui était candidat, les principaux candidats étaient M. Sarkozy et Mme Royal. Et jusqu'au début du mois de janvier, personne ne pouvait risquer un pronostic. M. Sarkozy s'est détaché à partir du mois de janvier, à la suite sans doute d'un grand meeting qu'il avait réussi à Bercy. Et manifestement, à mesure que les semaines passaient, il devenait clair qu'il allait être élu le 5 mai 2007. Si on vous pose la question de savoir qui gouverne la France, vous allez probablement répondre logiquement que c'est le président de la République, le Premier ministre, les ministres, enfin bref, vous déviderez tous les chevaux des responsables. Eh bien, vous vous tromperez. Ce n'est pas du tout eux qui dirigent la France. Ceux qui dirigent la France, c'est un petit groupe de technocrates, une vingtaine de personnes, qui, entre eux, s'appellent les sociaux. C'est un mot comme un autre. Pourquoi sont-ils les sociaux? Tout simplement parce que ce sont des énarques qui, sortis de l'ENA, ne sont pas allés vers la Cour des comptes, ou pas forcément, en tout cas, ni vers l'inspection des finances, mais qui sont allés vers les régimes sociaux, donc ils sont les véritables dirigeants. Alors naturellement, ils ne dirigent pas une caisse primaire, ils dirigent les caisses nationales, ils dirigent le ministère, ils dirigent les grandes institutions sociales, et ils sont très peu nombreux. Et c'est eux qui dirigent la France. 650 milliards
c'est ce que représente le budget social de la nation sur les 1000 milliards de dépenses publiques. Ces gens tiennent en main 65% de ce que nous dépensons. C'est eux les dirigeants de la France. Et ces gens-là voyaient arriver l'élection de Sarkozy avec terreur, non pas parce qu'ils avaient une peur extrême de Nicolas Sarkozy, mais parce que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il appliquerait les directives européennes. J'ai même une lettre de lui qui le dit, mais je ne m'en vante pas parce que je suis persuadé que vous en avez tous une dans votre poche sur une autre promesse qu'il a pu vous faire. C'est le lot des politiques, ils font des promesses. Comme le dit un éditorialiste ce matin dans la presse, la vie politique, c'est le marché de la promesse. Et donc, les sociaux ont quand même pris au sérieux cette menace, si jamais Sarkozy le faisait. Vous savez, quand on est menacé, on voit tout de suite le pire. S'il m'avait demandé à moi, je les aurais rassurés. Je dis, mais non, il ne le fera pas, ne vous inquiétez pas. Continuez à faire comme d'habitude. Mais non, ils ont eu peur. Alors, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait prendre à Chirac un décret, c'est son dernier décret, de nomination à la Cour de cassation d'un personnage qui s'appelle M. Xavier Prétot, qui n'est pas magistrat, qui est un haut fonctionnaire, inspecteur général de l'administration, et qui est le principal auteur des ouvrages sur la sécurité sociale. Tout étudiant en droit, en économie, doit lire les livres de M. Prétot. Donc on nomme M. Prétot à la deuxième chambre civile, comme conseiller en mission extraordinaire, avec pour objectif d'empêcher la chambre civile d'appliquer les lois, celles qui suppriment le monopole. Il s'en acquitte fort bien, au point que les magistrats de la Cour de cassation l'appellent l'ayatollah. C'est l'homme qui dit « voilà ce qu'il faut décider en matière de justice ». Je suis en train de vous parler de la France. Je ne vous parle pas d'une république très lointaine, dans des pays sous le soleil, où des généraux à moustache dirigent l'État. Non, c'est la France. La France, pays des lois, la France, pays des grands corps, la France, Cour de cassation, Conseil d'État, bref, la France, République bananière, parce que c'est bien ça, ces mœurs. Et donc, nous nous trouvons face à ce blocage qui fonctionne à merveille, puisque la Cour de cassation n'a jamais rendu, depuis cette époque, un seul arrêt indiquant que les lois s'appliquent. Alors, évidemment, la situation devenait particulièrement difficile pour nous, puisque la Cour européenne de justice nous avait donné raison 2 fois. Une première fois en condamnant la France, et une deuxième fois en définissant avec un luxe de détails ce qu'étaient les régimes professionnels de sécurité sociale soumis à concurrence, et tous les régimes français sont des régimes professionnels, et un régime légal qui, lui, n'est pas visé car il concerne tous les citoyens. Il n'y a pas en France un seul régime légal d'assurance. Il y a bien un régime légal des allocations familiales, mais ce n'est pas un régime d'assurance. Pour atteindre la Cour européenne de justice, il n'y a que 2 façons. La première, c'est de faire poser par un tribunal français quel qu'il soit, une question dite préjudicielle, c'est-à-dire avant dire droit, qui permet à la Cour européenne de se prononcer sur un sujet dont le tribunal considère qu'il mérite une approche européenne. L'autre moyen consiste à se plaindre, à déposer une plainte en bonne et due forme à la Commission européenne, laquelle transmet ou ne transmet pas à la Cour de justice. Mais vous l'avez vu, ces 2 voies nous étaient fermées, puisque la justice avait reçu pour ordre de ne pas poser de questions préjudicielles, et la Commission européenne était corrompue par le gouvernement français et les hauts fonctionnaires français. Donc nous ne pouvions plus atteindre la Cour de justice. Et une fois nous avons cru que nous allions y parvenir, car un petit tribunal de commerce du sud de la France, du côté de l'Ariège, si je me souviens bien, avait posé de très bonnes questions préjudicielles, si bonnes d'ailleurs qu'on avait rédigées, et qu'il n'a pas fallu 3 semaines à la Cour d'appel de Toulouse pour l'annuler. C'est pour ça que je m'élève avec la plus grande énergie contre les esprits chagrins qui prétendent que la justice est lente. Je suis le témoin vivant qu'elle peut être rapide quand il s'agit de valider allez, tranchons le mot, comme disait le général, une saloperie. Eh bien, voilà dans quel état nous étions, et j'ai un de mes bons amis, excellent avocat, qui me disait toujours « Claude, il faut faire le pari du bon juge. Un jour, il vient un bon juge qui te donne raison. »
à mesure que les années passaient, le bon juge se faisait de plus en plus attendre, jusqu'à ce qu'enfin il arrive. À ma grande surprise, je n'ai jamais douté de l'issue victorieuse de notre combat, mais je pensais que la justice ne nous aiderait pas, tant elle était finalement corrompue. Eh bien, le bon juge a pris la forme et les espèces, comme on dit en langage savant, d'un magistrat français, d'un haut magistrat français, M. Yves Bott, qui était le procureur général de Paris et qui, il y a 3 ans, je crois, 2 ans et demi ou 3 ans, a été nommé premier avocat général à la Cour européenne de justice. Ce magistrat s'était illustré notamment en exigeant, en faisant en sorte que soient innocentés les accusés d'outraux, et il avait également soutenu, lorsqu'il était procureur du Mans, le juge Jean-Pierre dans sa traque des factures cachées et des trucages de certains partis politiques. C'est un magistrat qui semble vraiment avoir le sens de ses fonctions. Et donc, il devient premier avocat général de la Cour européenne de justice. C'est le plus haut magistrat européen avec le président de la Cour. Et il se trouve qu'il est français. Il ne faut pas croire que les magistrats européens vivent dans une bulle. Ils vivent naturellement à Luxembourg, où ils travaillent, et chaque semaine, ils reviennent dans leur pays d'origine. Et M. Yves Bott revient en France et il connaît toute la magistrature. Et il ne peut qu'être indigné par le fait que la Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire française, viole les lois, et surtout viole les lois européennes, ce qui est la pire des choses quand on est dans un système où tout le monde doit respecter la loi commune. Comment une copropriété pourrait-elle fonctionner si quelqu'un s'extrait de ses responsabilités, ne paye pas les charges, ne respecte pas le règlement, etc. C'est ce que fait la France. Et donc, c'est extrêmement grave pour l'Europe elle-même, mais pas seulement pour la sensibilité éventuelle des magistrats. C'est grave parce que la France est devenue un espace de non-droit dans l'Union européenne, ce qui est intolérable. Donc, le problème pour la Cour, et pour M. Bott, c'était de savoir comment intervenir, puisqu'il ne pouvait pas être saisi, pour la raison que je viens d'expliquer. C'est alors qu'ils ont réussi une opération de très haute virtuosité, mais vraiment, je suis admiratif, parce qu'il n'y a qu'une grande cour internationale qui soit capable de le faire. Ils ont choisi l'affaire d'une affaire sans importance. C'est souvent comme ça que les grandes affaires judiciaires débouchent. C'était l'affaire d'une caisse publique allemande d'assurance maladie, dont les initiales sont BKK, la Kranken et les germanistes l'auront compris, qui avait fait sur son site une publicité dite déloyale, pas exacte en fait. Ils avaient prétendu que les gens qui n'adhéreraient pas à cette caisse perdraient certains avantages ou devraient payer plus cher certaines choses. C'était faux. Une association de consommateurs leur a fait un procès qu'il a gagné en première instance, et donc ils ont retiré de leur site cette publicité mensongère, mais la caisse a quand même fait appel pour des motifs qui étaient quand même sérieux, parce qu'il disait, nous sommes une caisse publique, sans but lucratif. Nous n'avons aucune espèce d'activité vraiment commerciale au sens propre du terme. On ne peut quand même pas nous appliquer le droit commercial comme à une caisse, par exemple, une société d'assurance privée. Après tout, ça peut se concevoir. Donc, ils vont en appel, et la Cour d'appel allemande considère qu'effectivement, il y a là matière à une décision européenne, et elle saisit d'une question préjudicielle de la Cour européenne. Alors là, je peux vous dire qu'ils ont bondi sur l'occasion, c'était formidable. Une caisse publique allemande qui disait « Attends, nous sommes publics, nous n'avons pas les mêmes charges que les privés. Attendez mes enfants, vous allez voir. » Et donc, c'était d'autant plus intéressant que, vous le savez peut-être, mais quand une affaire vient devant la Cour européenne de justice, tous les États européens, tous les États membres sont invités, s'ils le souhaitent, à produire des conclusions. Cette affaire était tellement banale qu'aucun État n'a produit de conclusion, à commencer par la France, qui ne voyait pas en quoi elle pouvait être concernée par la publicité d'une caisse publique allemande, sauf les Italiens qui, dès qu'il s'agit de trucage ou de publicité déloyale, se disent qu'ils risquent d'être concernés. Donc, ils ont à tout hasard produit des conclusions dont je ne sais même pas ce qu'elles disaient, qui n'ont aucune importance. Et voilà que la Cour européenne, dans sa grande sagesse, et sur les réquisitions de l'avocat général Bott, prend un arrêt le 3 octobre dernier, en 2013, dans lequel il est indiqué que ce n'est pas parce qu'elle est publique
que cette caisse ne doit pas respecter les dispositions qui régissent les activités commerciales et qu'en particulier, elle est soumise à la directive de 2005 sur les pratiques commerciales et qu'elle n'a donc absolument pas de raison d'avoir d'autres dispositions à sa faveur, car sinon, dit l'avocat général, c'est écrit en toutes lettres, si tel était le cas, il y aurait dans toute l'Europe 2 catégories de consommateurs, ceux qui seraient protégés parce qu'ils seraient clients d'organismes visés par les pratiques commerciales, des sociétés d'assurance privée par exemple, et d'autres qui n'auraient aucune protection parce qu'ils auraient pris leur assurance à une caisse publique. Il ne peut pas y avoir, dit l'avocat général et dit l'arrêt de la Cour, deux catégories de consommateurs en Europe, il n'y en a qu'une seule. Et cet arrêt est absolument génial, car la fameuse directive de 2005 sur les pratiques commerciales est devenue une loi française. Elle a été traduite dans le code français par la loi du 3 janvier 2008, dite loi Chapelle 2, laquelle définit les pratiques commerciales déloyales et ajoute, et là ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation de Bercy, ajoute une nouvelle définition des pratiques commerciales agressives qui consiste par exemple à émettre des contraintes. Ça vous dit peut-être quelque chose, les contraintes? Eh bien, les contraintes, ou toute autre pratique commerciale agressive, sont punies de 2 ans de prison, 150 000 € d'amende et dissolution de la caisse émettrice. Voilà exactement où nous en sommes, c'est-à-dire, outre ces 2 dispositions, il y a à la base l'idée même qu'aucun citoyen ne peut être affilié à une caisse sans contrat. Le contrat est la règle même, car nous ne sommes plus dans le code de la sécurité sociale, nous sommes désormais dans le code de la consommation, et que si on tente de vous inclure dans une caisse de force, vous avez tous les moyens possibles et imaginables, et notamment les plaintes pénales, pour vous en dégager. Voilà, le pari du bon juge a été gagné. J'avais confiance, non pas forcément dans le bon juge, mais dans la justesse de notre cause, parce que ce n'était pas une cause que personnellement je défendais comme une idée. Bien sûr, j'étais favorable à cette idée. Mais à partir du moment où la principale idée était le fait qu'un pays s'engage, signe des traités internationaux, n'oublions pas les engagements français vis-à-vis de l'Europe, et en Europe sont des traités internationaux, qu'il les traduit dans ses propres lois. Eh bien, mon idée était qu'un État qui ne respecte pas ses propres lois ne peut finir que par céder soit à la justice, soit à la révolte des citoyens. Eh bien, peut-être allons-nous avoir les deux, car la justice a parlé, mais c'est la justice européenne et nous sommes en train de la traduire en termes de justice française. Quant à la colère des citoyens, ce n'est certainement pas à vous que j'apprendrai qu'elle est en train de se lever. Maintenant, l'histoire jugera les faits. En tout cas, nous avons fait notre travail. Merci.